On va changer de sujet pour passer à la pathologie de la fossette colobomateuse. Donc, juste pour vous rappeler que plusieurs anomalies congénitales du disque optique peuvent être à l'origine de décollement maculaire, que ce soit le colobo papillaire, la fossette colobomateuse, la disversion papillaire et enfin le morning glory syndrome. Donc juste, la fossette colobomateuse, ça reste quand même une pathologie qui est rare, avec plus souvent unilatérale et temporale, et plus ou moins associée à un colobomyrien ou choriorétinien. Donc souvent asymptomatique, découverte vers l'âge de 20-30 ans, elle se traduit par la présence de liquide au niveau des couches rétiniennes et avec une baisse d'acuité visuelle. Voilà. La physiopathogénie du décollement est pas vraiment bien connue. Ce qu'on sait, c'est qu'on a en fait un tissu dysplasique au niveau de la fossette colobomateuse qui est responsable d'une communication anormale entre les espaces l'espace sous-arachnoïdien et c'est responsable donc d'un passage de liquide qui va en fait se transmettre au niveau du tissu rétinien adjacent avec la présence de liquide intra- et sous-rétinien. L'origine du fluide en fait n'est pas vraiment bien connue. On sait que lorsqu'on tamponne avec du gaz ces patients, de temps en temps, il y a des publications où on voit le passage de bulles de gaz sous la rétine, comme on peut voir là. Ou encore, lorsqu'on tamponne avec du silicone, on a observé aussi des cas de passage de silicone sous la rétine. Donc l'origine du fluide peut être de vitréel, et c'est probablement le plus souvent le cas, du fait de ce passage de liquide dans cet espace dysplasique. En fait, le liquide, au fur et à mesure des variations de pression du liquide sphalorachidien, on observe le passage dans le tissu rétinien. L'hypothèse que le fluide provienne du liquide sphalorachidien est quand même peu probable. Et en fait, quand on fait des OCT pour ces patients-là, on voit qu'il y a souvent une incarcération, on a l'impression qu'il y a une incarcération du vitré au niveau de la fossette, pouvant suggérer une origine vitréenne du fluide. Donc voilà, on a évalué dans une étude rétrospective les cas de fossette colobomateuse qu'on avait suivis. Donc c'était des patients qui avaient été opérés soit en 20, 25 ou 27 gauges avec un tamponnement par gaz, SF6 ou C2F6. Donc la technique utilisée était donc classique, hein, on réalise le décollement postérieur du vitré qui est souvent fait, qui est pas fait. On a systématiquement réalisé un pelage de la membrane limitante interne chez les patients, ce qui est aussi à discuter. En fait, rien n'est codifié dans cette chirurgie, donc c'est pas mal de temps à discuter. Pour les premiers cas, on faisait une photocoagulation au bord temporal de la papille, mais on le fait de moins en moins. Et enfin, on finissait par un échange fluide-air, puis air-gaz, SF6 ou C2F6, tout dépendait du chirurgien. Voilà, donc on avait colligé 12 cas de patients, 61 ans d'âge moyen. En fait, vous voyez l'amplitude, hein, l'expression de la fossette peut s'observer à tout âge, en 8 ans à 86 ans. Le plus souvent, c'était des hommes, et l'acuité visuelle était aux alentours de 1,63. Le durée du suivi était de 21 mois. Ce qu'on a observé, c'est qu'on avait des résultats, en fait, 2 tiers des patients, on a arrivé à une réapplication maculaire et une résorption complète du liquide. Il faut être patient avec ces patients, car on arrive à une réapplication en moyenne à 6,5 mois. Ça peut aller jusqu'à 1 année. Et le liquide pouvait persister, et a persisté chez 4 patients. Voilà, il y a quand même une complication post-opératoire chez ces patients. Donc, pour illustrer quelques cas, cette femme de 79 ans, avec une activité visuelle initiale de 10e par 6, qui avait récupéré 10 dixièmes à 83 mois, hein, on parle bien de 83 mois après la chirurgie. Cet homme de 47 ans, opéré avec une activité visuelle à 4 dixièmes, et à 8 mois, on gagnait 1 dixième, mais bon, la rétine se réapplique doucement. Et enfin, voilà, ça se voit à tout âge, à 37 ans,
5 dixièmes initialement, et à 10 mois, on a gagné un dixième de plus. Voilà, donc les résultats fonctionnels pour les 12 patients sont... bon, à 3 mois, il n'y avait pas de différence significative en moyenne, mais on parle d'une petite série. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que l'activité visuelle s'améliore avec le temps, sur une année, ou pas dans les cas d'échec où on ne voit pas de changement. Globalement, quand on voit la répartition, il y a quand même un certain nombre qui gagnent de la vision avec cette technique. Après, il y aura toujours des solutions intermédiaires, on en parlera toujours. On parlera peut-être de la morale amniotique qui peut être aussi utile dans les cas d'échec. Donc c'est une chirurgie et non une pathologie rare. La technique chirurgicale est controversée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer d'obtenir une barrière cicatricielle avec du laser ou pas. Le pelage de liquidant, on le faisait, mais c'est très discutable. Et enfin, voilà, il y a quand même une remise en question de l'utilisation du laser ces dernières années. Voilà. Donc une pathologie dont il faut peser le pour et le contre, bien discuter avec le patient, poser une indication en cas de baisse d'acuité visuelle, parce qu'ils peuvent bien tolérer le fluide un certain temps. Et l'objectif, c'est bien sûr une restauration fonctionnelle et anatomique. Voilà, donc la survenue de la maculopathie est conditionnée par la présence d'une traction micromaculaire. Le plus souvent, le DPV n'existe pas, c'est même chez les personnes âgées. Donc sa réalisation permet de résoudre une partie du problème en levant l'obstacle. Et le reste du traitement chirurgical reste non codifié. Donc on pourra discuter de la technique, est-ce qu'il faut faire le laser ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le traitement est chirurgical par une vitrectomie et un décollement de la hyalurite postérieure et le tamponnement par gaz. Voilà, donc... J'avais une approche complètement différente dans les décollements par faussaire. Il s'agit de malades qui ont moins de 30 ans, dont la plupart, tu es d'accord, entre 15 et 30 ans. Chez ces malades, faire une vitrectomie est lourde conséquence. Je vous propose la procédure suivante. Vous programmez votre malade le matin en premier liste. Et le soir, avant de quitter la clinique, vous l'amenez au laser et vous lui faites 2 rangées de laser rouge le long de la fossette, bien du laser rouge parce que c'est plus profond, et bien avant de l'opérer, pour profiter de ce que la rétine est décollée, pour ne pas brûler les fibres. Ça, c'est capital. Il faut profiter qu'il y ait un décollement pour faire du laser qui ne va pas avoir de répercussion sur les fibres. Si vous le faites une fois la rétine à plat, c'est une catastrophe parce que vous brûlez dans l'axe des papillomaculaires. Et le lendemain matin, le malade arrive, vous prenez une aiguille 8-0, spatulée, vous faites une ponction de chambre antérieure et vous injectez, c'était ma seule indication d'injection de ces points de fuite, vous injectez ce que vous pouvez, c'est-à-dire 0,5. Vous essayez, certains mettent un petit peu de diamètre pour ramollir un peu l'œil, mais ce n'est pas obligatoire. Vous faites une ponction de chambre antérieure, vous mettez 0,5 enfin, ce que vous pouvez de ces points de fuite, et vous mettez là le malade en position bulle. Moi qui ne mettais pas le malade en position bulle pour les troubles maculaires, là c'était une indication absolue. Pourquoi? Parce que vous allez avoir, si vous mettez 0,5, vous allez avoir une bulle de 2 cc, donc il faudra absolument que le malade regarde le sol. Et vous le mettez en position bulle pendant longtemps. Comme tu l'as très bien dit, il y a des décollements par fossette qui mettent 6 mois à se réappliquer. Hein. Mais il faut, moi je demandais une position de bulle pendant 8 jours, 8 à 10 jours. Donc c'est chiant pour le malade. Seul avantage, c'est qu'il n'est pas opéré. J'avais présenté je crois que c'était à Monaco, à un congrès de VRS,
une vingtaine de cas successifs, j'avais 2 échecs. Donc, ça veut dire que sans faire vitrectomie, sans handicaper le malade, sans rien faire, vous avez 90% de réapplication, ce qui sont les chiffres que tout le monde a en faisant une chirurgie compliquée. Bon, si jamais le malade il est dans les 10% d'échecs, eh ben vous avez toute l'attitude pour lui faire une vitrectomie avec tout ce que vous voulez, un patch ou tout ce que vous voulez. Ça sert, à mon avis, à rien d'enlever la limitante interne puisqu'il est déjà décollé, donc il a déjà fait sa gliose mullérienne, donc ça sert à rien de lui stimuler une gliose qu'il a déjà fabriquée. Mais utiliser ce petit truc, c'est une opération qui dure 1 minute. Ponction, injection de C3F8. 1 minute et demie, plus le temps de l'installation du malade. Donc, essayez cette technique qui n'est absolument pas traumatisante pour le malade. Juste Didier, dans la série, il y avait un enfant de 8 ans, on a fait exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire avant de proposer la vitrectomie, on a quand même proposé, en comparaison à l'expliquant, on a mis une bulle de gaz et un positionnement plus ou moins fait avec le laser, mais malheureusement ça n'avait pas marché comme du coup, on a dû passer à la suite. Ok, mais pour les autres, bon, peut-être qu'à 8 ans, c'est dur de faire comprendre à un gamin de rester. Mais on a quand même quelqu'un de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, ça vaut le coup. Oui, toujours passer par step by step. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà. Ok. Et sinon, quand rien ne marche, est-ce que vous avez essayé le patch membrane aussi dans la pesée? Alors, on a essayé 2 choses. Mon associé a essayé une autographe de rétine. Il a pris un coup de rétine qu'il a mis, ça a marché. Et on a essayé un patch de sclère aussi, ça marche. En fait, du moment que tu bouches avec n'importe quoi, ça marche. Mais en tout cas, il faut boucher. Il y avait même une équipe nantaise là, qui avait pris un bouchon méatique. De muscadet. Voilà, et qu'il a mis dans la fossette. En fait, du moment que tu bouches la fossette, moi, ce qui me paraît le plus naturel, c'est un bout de sclère. Tu dissèques un patch de sclère que tu roules et que tu positionnes dans le. Ça, on parle d'échecs vraiment en solution liquide comme la membrane amniotique. Mais attention de ne pas mettre de silicone à ce moment-là. Hein. Donc, comment la faire tenir là, par de l'air, par du gaz. Parce que ça est assez profond. Hein, quand ouais. Ouais, la membrane amniotique tu enfonces assez facilement et assez profond. Ouais, tu as besoin de mettre aussi. Ouais. Oui, non, c'est ça tient tout seul. Hein, parce qu'il a été retrouvé du silicone dans la circulation. De tissu, une bonne quantité de tissu pour boucher. Est-ce qu'il a été essayé tout simplement d'injecter du sang dans la poche? Du sang? Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi. Parce que si l'idée est de boucher uniquement, ce qui est très logique, c'est ce qu'on obtient avec le laser, à condition de ne pas être sur une zone trop atrophique, parce qu'il faut quand même que le laser rouge, il ait quand même quelque chose qui puisse dégager la chaleur. Ah, il n'y a pas d'atrophie sur le bord on a des facteurs quand même coagulants, fibrines et tout, qui peuvent peut-être boucher, ça dépend de la grandeur du trou. Ces trous-là sont quand même très petits en général. Hein, c'est pas trop. Alors, il y a eu des publications où les gens ont essayé de la colle de fibrine. Oui, alors. Et je crois que ça a marché aussi. Oui, ça paraît assez physio, quoi. Non, mais c'est difficile de faire une stat sur un truc qui marche à 90%. Hein, oui, non, mais t'as raison. Après, c'est des cellules. Et l'idée étant quand même de ne pas faire comme tu l'as dit, la vitrectomie, qui est quand même chez les jeunes.